Le changement climatique est-il inexorable? C'est la question du jour de notre nouvelle émission Les débats d'idées. Les débats d'idées, le lieu où on débat des sujets de société. Alors c'est un sujet brûlant et récurrent. Quel sera notre environnement climatique dans 20, 50 ou 100 ans? Exagère-t-on? Quelles mesures prendre? Peut-on encore faire quelque chose? Pour en débattre, deux experts dans des domaines clairement différents. D'une part, Juliette Mignot. Juliette, bonjour. Bonjour. Juliette, vous êtes membre de l'IRD, l'Institut de recherche sur le développement. Vous êtes membre du laboratoire L'Océan, rattaché à Sorbonne Université. Et puis d'autre part, Olivier Ken. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes gérant développement durable à la société de gestion Ecofi. Alors, pour lancer notre débat du jour, le changement climatique est-il inexorable? Première question un petit peu provocatrice. Changement climatique, on a l'impression qu'on est sur des querelles d'experts. De quoi est-on sûr, clairement, et quelles sont les questions sur lesquelles on a encore des doutes? Alors on est sûr d'une chose, c'est qu'on a une hausse des émissions de CO2. Quand on regarde depuis 1980, on a une hausse d'à peu près de 2% par an des émissions. On sait également que depuis 2000, on a une accélération, puisqu'on est plutôt autour de 2,2%. On sait également qu'on a une corrélation plutôt linéaire entre la croissance mondiale, donc la croissance du PIB, et la consommation d'énergie, donc des émissions. On sait qu'il y a des émissions. Est-ce que la corrélation entre le dérèglement climatique et les émissions de CO2 est établie? C'est plus subtil que ça? C'est plus subtil. Ok. Juliette? Alors, je vais peut-être pouvoir apporter des éléments de réponse. La première chose, c'est donc on a une hausse des émissions, comme vous l'avez dit, on a une hausse des températures. Ça, c'est une certaine corrélation. Simplement, en termes scientifiques, on est capable d'aller un cran plus haut. On arrive à reproduire avec des modèles climatiques la hausse de température que si on impose l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si on prend un modèle climatique sans émissions de gaz à effet de serre, il ne se réchauffe pas. Un modèle climatique avec émissions de gaz à effet de serre, il se réchauffe. Juliette, vous êtes une scientifique. On a l'impression que parfois il y a des voix discordantes parmi les scientifiques. Certains disent oui, attention, il y a un changement climatique, on va dans le mur, et d'autres disent il faut relativiser, il y a des cycles, le changement n'aura pas lieu. Donc effectivement, au niveau des scientifiques, il n'y a pas de querelle d'experts. Et c'est important, je pense qu'on fasse ce point-là pour pouvoir amener le débat sur un autre point. Les scientifiques ont cette preuve dont je viens de vous parler. Évidemment, il y en a tout un tas d'autres. Donc pour les scientifiques, il y a un changement climatique dû à l'homme. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des variations climatiques, qu'il y a toujours eu des variations climatiques, et ça fait partie de notre métier, d'essayer de mieux comprendre quel va être le futur, anticiper quel a été le passé, quel va être le futur. Vous dites, chez les experts, il n'y a pas de querelle, parce que sur les grandes données, quand on prend le temps d'aller voir les chiffres, tout le monde voit les mêmes chiffres. C'est ça l'idée? Les chiffres et les preuves tangibles des expériences. Nous, on est capable de faire des expériences pour essayer de comprendre maintenant. Une expérience, c'est prendre un système. Si j'enlève certains éléments de ce système, qu'est-ce qui se passe par rapport à mon observation? C'est comme on va faire une expérience de chimie ou autre chose. On fait des expériences climatiques et ces expériences climatiques amènent à des conclusions. Au niveau scientifique, c'est concluant. Ensuite, sur la sphère médiatique, c'est autre chose. C'est votre métier et là, il y a plus de querelles. Ok, parce que parfois, il y a une surenchère et pour des raisons idéologiques, on veut défendre certaines thèses. Il y a du changement climatique, c'est à peu près clair dans l'esprit de tout le monde, en tous les cas, chez les experts, c'est clair. Est-ce qu'on arrive à quantifier le coût de ce changement? Alors, le coût, on pense bien sûr à l'agriculture, on pense à la santé, il y a le coût financier aussi. Olivier, vous êtes un financier, est-ce que c'est des questions sur lesquelles vous vous penchez? Oui, bien sûr. Alors d'abord, au niveau macroéconomique, il y a des études qui ont été faites, notamment une étude de Nicolas Stern, qui est l'ancien chef économiste de la Banque mondiale, qui lui chiffre à peu près à 5% du PIB mondial l'impact du réchauffement climatique. 5% du PIB, mais pourquoi? Parce qu'on perd des récoltes agricoles? En fait, vous avez différents impacts. Vous l'avez mentionné, il y a d'abord un impact financier. Le premier auquel on pense, c'est l'impact pour les assureurs. Si on fait un lien entre le réchauffement climatique et la hausse des catastrophes naturelles, le coût, c'est le coût des dommages. Il faut savoir que le coût des dommages en 2017 a doublé par rapport à celui de 2016. Il y a plus de 300 milliards. Voilà, ça c'est un premier coût. Ensuite, vous l'avez mentionné, il y a bien sûr un impact sur l'agriculture, sur le prix des matières premières, la flambée des matières premières, la destruction potentielle de récoltes. Vous avez ensuite un coût de la santé lié aux catastrophes naturelles et vous avez ensuite un coût qu'on pourrait qualifier de démographique ou social. Et quand on cumule l'ensemble de ces coûts, on arrive à ce chiffre qu'on peut discuter. Mais il y a un impact. 5%, ce qui est énorme. Dans le même temps, ils ont fait également une étude pour chiffrer le coût de l'action, qu'ils estiment à peu près à 1%. Voilà.
des mesures à mettre en place pour limiter l'impact. Donc c'est très clair, ce dérèglement c'est 5% du PIB et si on veut essayer de faire quelque chose c'est 1%, donc on voit qu'il y a un bénéfice. Juliette Mignot, sur cette question du coût. Donc, sur les questions du coût, c'est un peu loin de mon expertise. Mais en tant que citoyenne, j'ai envie de rajouter les coûts dont vous avez un peu parlé, les coûts humains, les coûts migratoires, les coûts éventuellement de futures guerres et de futures tensions sociales qu'il va y avoir, qui sont peut-être pas chiffrées sont en termes de PIB, mais par contre qui sont importants pour notre planète en tant qu'humain. Mais c'est vrai que c'est une réalité qu'il est difficile de quantifier et qu'on a parfois tendance à oublier. Il y a des coûts, les secteurs les plus impactés au niveau industriel, et puis ceux dont on va avoir le plus besoin. Vous disiez, il y a un coût, c'est 5% du PIB, et puis si on veut faire quelque chose, il faut accepter de dépenser 1%, on va les dépenser où ces 1%? Alors, d'abord dans la recherche et dans l'innovation technologique. Ensuite, il y a un coût qui est lié aux incitations fiscales, parce que pour pouvoir réduire l'impact du réchauffement climatique, il faut changer le mix énergétique. Voilà, donc il faut développer de nouvelles énergies, développer le mix en faveur des énergies renouvelables, c'est un coût. On peut parler également du développement par exemple des véhicules électriques, parce qu'en fait quand on regarde les sources d'émissions, la première source d'émissions sont les transports, c'est à peu près 30%. Sur les 30%, vous avez 17% qui viennent des véhicules. Donc tout naturellement, si on veut réduire les émissions, on passe des véhicules à combustion aux véhicules électriques. Quand on parle environnement, écologie, développement durable, c'est vrai qu'en termes industriels, on pense souvent à l'éolien, au photovoltaïque. Oui, bien sûr. Et vous, en tant que professionnel de l'investissement, vous dites qu'il y a plein d'autres entreprises dont on va avoir besoin. Bien sûr. Par exemple l'efficacité énergétique, c'est-à-dire réduire votre consommation, consommer mieux, consommer moins. Concrètement, donc, Schneider électrique. Saint-Gobain, une meilleure isolation des maisons permet de consommer moins d'énergie. Des producteurs de Osram qui fait des LED, vous êtes équipés ici. Les LED consomment 30% de moins d'énergie. En fait, à chaque fois, c'est un rapport de consommer moins d'énergie pour obtenir le même résultat ou un résultat supérieur. Donc ça, c'est de l'innovation. Donc ça, c'est de l'investissement plutôt privé. Après, vous avez le volet subvention pour développer des énergies renouvelables. Ça a été le cas avec le solaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours la même courbe d'adoption. On finance, incitation, le prix baisse et ensuite on peut avoir une adoption de masse. On y reviendra tout à l'heure. Sur les secteurs les plus impactés, je pense, Juliette, ce n'est pas tellement votre terrain de jeu. En revanche, j'aimerais que vous exprimiez l'un et l'autre sur les mesures que vous préconisez. Alors d'abord, 3 mesures individuelles que vous préconisez, et puis après, 3 mesures collectives. Qui se lance? Juliette? Donc je peux me lancer. Donc là, à nouveau, j'ai plutôt une casquette de citoyenne éclairée, j'ai envie de dire. Sur les mesures individuelles, je crois que ce qu'on a chacun, c'est un certain pouvoir, ça s'appelle le pouvoir d'achat, qu'on a plus ou moins selon notre situation personnelle, mais ça me semble important. Voilà, la consommation responsable et la consommation durable me semble très important. C'est des gestes au quotidien. C'est des gestes quotidiens. C'est pas seulement une consommation de biens matériels, c'est aussi ma facture d'électricité. Il y a des offres qui existent. Donc évidemment, votre société est en première ligne, mais il y a des offres d'électricité, il y a des offres évidemment d'objets, il y a des offres d'assurance, il y a tout un certain nombre d'offres qui sont éventuellement responsables, et c'est un pouvoir, je pense, qu'on peut chacun à notre niveau utiliser. Il y a le pouvoir d'achat et le pouvoir du choix, c'est ça l'idée? En tout cas, utiliser ce pouvoir d'achat est un vrai pouvoir, et on peut l'utiliser pour faire pression sur certains groupes ou sur certaines initiatives. Olivier, 3 mesures individuelles que vous préconisez? Dans les mesures individuelles et concrètes, bien sûr, réduire sa consommation, donc c'est des gestes assez simples comme éteindre son ordinateur quand on a fini sa journée. Des choses auxquelles on pense peut-être un peu moins indirectes, c'est faire le ménage dans sa boîte mail, éliminer ses ménage dans pour sa une raison boîte simple. mail. Pour une raison simple, vous savez, on parle beaucoup du big data. Il y a une explosion du nombre de données. Et ces données, elles sont stockées dans des data centers, des énormes data centers avec énormément d'ordinateurs qui tournent, qui consomment de l'énergie. C'est là où sont stockés vos mails, là où sont stockées plein de choses, mais c'est là où on stocke l'information. Et donc en fait, en nettoyant régulièrement sa boîte mail, vous réduisez le nombre de data, donc la consommation. C'est un effet volume de data qu'il y a sur les serveurs. C'est une grosse source d'émissions, les data centers. Et c'est pour ça qu'on investit aussi dans les sociétés qui permettent une gestion efficace des data centers. Oui, au niveau industriel, on pense toujours à la sidérurgie comme gros consommateur d'énergie, mais il y a effectivement ces fameux data centers. Une troisième idée ou pas, Olivier? Non, après voilà, c'est au niveau. Il faut penser aux grosses sources d'émissions. Donc il y a le transport, on l'a mentionné. Vous avez les bâtiments, et notamment les bâtiments industriels. Donc c'est la lumière. Voilà, passer au LED.
3 mesures collectives que vous préconisez, sur lesquelles vous avez envie d'interpeller nos dirigeants. Alors justement, moi sur les mesures collectives, je ne voulais pas forcément interpeller les dirigeants. C'était des mesures collectives. Nous, en tant que collectivité, c'est commencer à avoir une prise de conscience collective. C'est justement se dire que collectivement, on va y arriver et se mettre dans la situation d'une société collectif qui a envie d'arriver à ça. Et là, c'est pas que les dirigeants, c'est aussi nous. Mais cette fois, pas au niveau individuel, mais voilà, être un peu solidaires les uns avec les autres et pas seulement penser à sa lumière, mais voilà, se dire que collectivement, on a une prise de conscience à mettre en œuvre. Olivier ? Au niveau collectif, au niveau gouvernemental, moi je plaiderais en faveur de davantage d'incitation fiscale, notamment pour Dans quel domaine ? Les véhicules électriques, tout simplement. J'ai un peu l'impression que c'est votre dada, on va y revenir. Séquence prospective, scénario 2030. En 2030, qu'est-ce que vous voyez ? Alors 2030, c'est intéressant parce que c'est une question qui nous arrive beaucoup et de plus en plus. Les décideurs, les assureurs ont besoin et ont envie de savoir ce qui se passe en 2030. Paradoxalement, pour nous, c'est plus facile de dire ce qui va se passer en 2100. En tout cas, l'effet du changement climatique en 2100 est beaucoup plus clair. Pourquoi ? Parce que le climat, comme on l'a déjà dit, varie naturellement, de façon intrinsèque. Et en 2100, on est passé au-delà de ces cycles, de ce bruit de fond du système chaotique qu'est notre climat. En 2100, on a quoi comme certitude ? Donc en 2100, plus de banquise dans l'océan Arctique en été. C'est même quelque chose qui devrait arriver dès les années 2050-2060. C'est problématique parce que j'imagine que cette banquise, elle a un rôle régulateur sur le climat mondial, non ? Donc cette banquise, elle a un rôle capital évidemment déjà régional pour les écosystèmes. On voit souvent l'icône du changement climatique, c'est l'ours polaire sur son iceberg un peu tout seul. Donc les écosystèmes. Et puis, évidemment, effectivement, un effet de rétroaction globale sur le climat, avec notamment un effet miroir de cette banquise, qui est fondamental pour la régulation du système thermique de la Terre, et des impacts également sur nos régions, puisqu'on va avoir des modifications des masses d'air au niveau des pôles, qui vont avoir des impacts sur le climat européen. Olivier, scénario 2030, on voit quoi quand, comme vous, on est un professionnel de l'investissement ? Écoutez, nous, on se base sur les rapports d'experts. On regarde les scénarios de l'AIE, donc qui est plus à horizon 2050, avec un réchauffement sous les 2%. Après, ce qu'on essaye en termes d'investissement, nous, on croit beaucoup, vous l'aurez compris, au développement des véhicules électriques. Donc, on voit un taux de pénétration qui est aujourd'hui de 1%, monté jusqu'à 15%. Voire 20%. On voit également, on n'en a pas parlé, mais le développement de ce qu'on appelle les smart cities, les villes intelligentes, qui repensent leur trafic, mais le trafic routier, le transport en commun. On a d'ailleurs des projets intéressants. Il y a la ville de Singapour qui a lancé un vaste projet avec une société française, Dassault Systèmes, pour repenser en fait la Singapour de demain. Pour optimiser les déplacements humains dans la ville, c'est ça ? Exactement. Okay. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Gérer le développement climatique, c'est effectivement des technologies, mais c'est aussi des moyens, de nouvelles organisations. Exactement. C'est clair. Votre plus grande angoisse écologique, à l'un et à l'autre. Qui se lance ? Juliette. Je viens me lancer. Paradoxalement, alors c'est une question qui fait réfléchir. Donc je me suis dit, une angoisse, c'est quelque chose qui me réveille la nuit. Qu'est-ce qui va me réveiller la nuit où je me dis, et là, je prends mon rôle de citoyenne et je prends mon rôle de mère de famille, en l'occurrence, qui me réveille éventuellement la nuit pour mes enfants qui habitent en France, dans un certain cadre social. C'est pas, malheureusement, le changement climatique. Ouf. Ça va être plus la pollution de l'air et la pollution au niveau alimentaire, le dérèglement, tout ce qui est OGM et de ce qu'éventuellement ils vont manger. Je pense que s'il y a un danger pour eux qui est lié à l'environnement, c'est ça. D'accord. Mais ce sont des enfants qui habitent en France, qui n'habitent pas ni au Sahel, ni au Bangladesh. D'accord. Olivier, votre... Oui, aussi l'air qu'on respire. Moi, j'ai à l'esprit les images qu'on voit, vous savez, en Chine, où on voit ces nuages liés à la pollution. Donc voilà, la grosse crainte, c'est d'avoir un air qui devient irrespirable, sachant que c'est pas un hasard si la Chine est aujourd'hui le plus gros investisseur justement sur ces technologies d'énergie renouvelable, parce qu'ils ont un vrai souci avec l'air qui respire. Merci d'avoir participé à ce débat. Pour conclure, deux questions. Votre coup de cœur, votre coup de gueule. L'initiative que vous souteniez ou au contraire l'initiative que vous réprouvez? Qui démarre? Juliette?
une initiative récente que je soutiens et qui me semble très intéressante, c'est un projet qui est financé, enfin en tout cas soutenu par le ministère de l'Environnement, sur le développement de services climatiques. Et je crois que ces services climatiques sont très importants pour commencer à favoriser le rapprochement entre des intervenants comme M. Ken et nous, les climatologues plus en amont. C'est essayer de mieux réussir à faire passer notre information climatique, développer des indicateurs, réussir, nous, à communiquer sur notre information climatique. Est-ce que ça veut dire que ces outils que vous allez essayer de mettre en place vous permettront de répondre non plus à la question 2100, mais 2030 ? Voilà, exactement. Tout à l'heure, c'était un petit peu frustrant, puisque moi, une partie de mon métier, c'est justement de comprendre ce climat de 2030. C'est ce que je fais tous les jours. Donc, c'est plus facile de répondre sur 2100. On est quand même capable de dire des choses sur 2030, mais par contre, voilà, elles sont assez subtiles, elles sont compliquées à mettre en œuvre. Il faut bien comprendre ce dont les acteurs ont besoin en fonction de leur domaine d'action. Et nous, il faut réussir à traduire, transcrire l'information que nous, on a à l'état brut pour des acteurs et des décideurs. Et je crois qu'une partie, en tout cas de la prise de conscience, va se poursuivre via ce type d'initiative. Donc l'initiative qu'on soutient, c'est une décision quasi politique qui devrait permettre et aux scientifiques et aux acteurs économiques de mieux se rencontrer, de mieux dialoguer et d'avancer. De mieux dialoguer. Olivier, l'initiative, votre coup de cœur, votre coup de gueule? Alors moi, je mettrai en avant, je citerai l'exemple de la Norvège, puisqu'on parle des objectifs de réduction d'émissions de CO2. Il faut savoir que la Norvège a pour ambition d'avoir une neutralité carbone à horizon 2030, donc 20 ans avant tout le monde. Et pour ça, ils ont mis en place des politiques très incitatives, notamment pour les véhicules électriques. Et aujourd'hui, on a à peu près 34% du parc automobile en Norvège qui est électrique. Voilà. 34%. Déjà 34%, contre 1% pour le reste du monde. Oui. Voilà. Donc en France, on a encore du chemin à parcourir. Et je pense que c'est un exemple à suivre si on veut être en mesure d'atteindre nos objectifs. 34%. Comment les Norvégiens ont-ils atteint ce taux? Parce que c'est des gros producteurs, ce sont de gros producteurs de pétrole. Gros, tout à fait. Par des incitations fiscales. Vous avez une exemption sur la TVA quand vous achetez une voiture électrique. Vous payez moins cher votre péage, moins cher votre stationnement. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, le coût d'achat est à neutralisé. peu près au niveau d'un véhicule à combustion. Voilà. Comme les performances sont meilleures, le coût ensuite de détention est plus faible, vous développez le parc. C'est clair. Notre question boule de cristal, nous sommes aujourd'hui le 28 février, il fait froid, il fait très froid sur la France. Alors cette vague de froid est-elle séculaire? Est-ce qu'on va en avoir de plus en plus dans les semestres et les années qui viennent? Juliette, vous êtes la spécialiste, cette vague de froid. Alors, je ne peux pas, justement, ces boules de cristal, c'est compliqué de prédire exactement ces vagues de froid. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un lien entre les événements extrêmes, les catastrophes naturelles et le changement climatique. Un exemple sur cette vague de froid, on sait que cette vague de froid, c'est une masse d'air qui stagne sur l'Europe avec de l'air qui nous arrive de Sibérie. Et il n'est pas improbable que le fait que cette masse d'air soit à cet endroit-là soit lié justement, comme on disait tout à l'heure, à des modifications de la couverture de glace de mer en Arctique. Donc, simplement pour expliquer qu'il y a fortement un lien, et ce n'est pas parce que cette vague de froid se traduit par du froid qu'elle n'est pas forcément liée au dérèglement climatique. Boule de cristal aussi pour vous, Olivier. La vague de froid, elle est séculaire. On va voir une multiplication de climats extrêmes. Je me remettrai plutôt à l'avis de Juliette. C'est moins, voilà, je ne suis pas un spécialiste du climat. Voilà. Juliette, Olivier, merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau débat d'idées. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. Merci.